Bonjour à tous. Vous êtes déjà près de 84 participants, donc on est hyper content de vous accueillir avec Hugo aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, pour parler d'astuces, de méthodes gagnantes, de retours d'expérience. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va encore laisser quelques minutes d'usage pour que les retardataires puissent se connecter. Après, évidemment, on va respecter ceux qui sont ponctuels. Donc, on n'ira pas au-delà des 3 minutes. Peut-être que pour commencer, je peux vous expliquer un petit peu plus le déroulé de ce qu'on va vivre ensemble pendant une heure ensemble à peu près, c'est ce qu'on s'est fixé. C'est surtout centré sur notre invité qui est Hugo, qui est un serial entrepreneur, qui a beaucoup d'expériences, qui sont variées, qui sont différentes et qui vont, on l'espère, vous aider. Hugo va nous partager différentes bonnes pratiques, méthodes gagnantes. Et ça, c'est hyper important quand on est entrepreneur, de pouvoir échanger avec d'autres membres de la communauté. C'est ce qu'on veut profondément vous apporter aujourd'hui. Je vois que nous sommes déjà 91. On va se laisser encore une petite minute si vous voulez bien. Puis après, on va démarrer tranquillement. On attend la barre fatidique des 100. Il faut que ça bouge la barre, hein. Sinon, j'ai annoncé un objectif atteignable avec les 100. Non. Ça grimpe, tranquille. Allez, on se fait un petit décompte. Je pense que dans moins de 30 secondes, on démarre. « 99, on est bon. Alors, juste au point faux FX, j'entends mon écho. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a également Ophélie qui a, Allez, c'est parti. qui a le son. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois que... Ok. Zut. Moi, vous m'entendez bien? Parti. Du coup, ravi de vous accueillir. Donc, je suis François-Xavier Combe. Je suis le CEO fondateur d'EasyBlue. EasyBlue, on est une plateforme d'assurance en ligne 100% dédiée aux entrepreneurs. Notre objectif, c'est de vous faire gagner évidemment du temps, d'apporter de la clarté, de la compréhension, de la pédagogie dans un sujet bien complexe qui est l'assurance, et néanmoins tellement nécessaire pour protéger vous les entrepreneurs des risques que vous prenez. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inaugurer un format de webinar où en fait on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de concret, on va parler d'outils, de méthodes, et c'est Hugo qu'on a le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui, qui va nous accompagner pendant cette heure et qui va partager tout ce qu'il a pu accumuler d'expérience, de bonnes pratiques. Et je lui laisse la parole, je lui laisse se présenter maintenant. Merci Hugo d'être avec nous. Ah bah écoute, merci FX pour l'invitation. Je crois voir que tu es en mute peut-être. Alors non. Non, c'est bon. C'est bon là, tu m'entends? Alors apparemment, en fait, les gens m'entendent, mais pas toi. C'est bon, je t'entends. Alors juste, moi, j'ai mon son en écho. Donc, je ne sais pas si toi, tu peux faire quelque chose là-dessus. Ouais, je vais regarder. C'est les aléas du direct. Eh oui. Ouais, je pense que quand je parle, il suffit que tu te mettes en mute et puis ça devrait le faire, je pense. Ouais. Pareil pour Ophélie. Est-ce que c'est mieux là? On va faire un test. Alors non, j'entends encore mon son en fond, c'est assez bizarre. Ouais, ça m'est déjà arrivé sur un live, c'était très pénible en effet. En fait, je pense que c'est toi et Ophélie qui devez vous mettre en mute.
Je ne sais pas si vous pouvez essayer. Non, ça c'est bon. Sauf que quand je reviens au live, je ne peux pas le refermer ça. Mais ne pas. C'est bon. Ok. On va faire un test. Alors, c'est très bizarre, je l'entends encore. Mince. Juste désolé pour ce petit aléa. Est-ce que tu peux te déconnecter, te reconnecter? Allez, je fais ça. Comme ça, normalement, ça devrait résoudre le problème. Bon, je n'ai plus d'invité, vous le voyez bien. Mais il va revenir, évidemment. Je suis là. Alors, Non, j'entends encore mon son en retour. C'est très difficile, mince. Attends. Est-ce que là, moi, vous m'entendez tous? En fait, j'ai coupé mon son. Vous m'entendez? Eh ben, écoute, je pense qu'on va faire comme ça. Du coup, je vais me présenter, hein, pour tout le monde là qui attend. Merci à tous en tout cas et merci encore à FX et Ophélie, d'Easy Blue pour l'invitation, c'est hyper cool. Du coup, moi pour résumer, je m'appelle Hugo, j'ai 34 ans, je vis à Bordeaux, je suis marié, j'ai, une petite fille de 6 ans qui s'appelle Juliette et je suis accessoirement, entrepreneur depuis, maintenant une dizaine d'années. Du coup, j'ai la particularité d'avoir, monté pas mal de projets, depuis 10 ans. Et notamment 6 qui font un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, d'autres beaucoup plus, comme Kimono qui est la société la plus connue. Et ça que du coup, c'est une expérience qui m'a apporté pas mal de compétences en bootstrapping, en starter de boîte, en méthode sales, en méthode de processing, etc. pour après vite m'effacer parce que j'ai pas du tout un profil de scaler, gestionnaire, manager sur le long terme. Et du coup, c'est aujourd'hui sur ces compétences qu'on va discuter ensemble. ravi de pouvoir échanger avec toi. Avant qu'on plonge vraiment complètement dans le vif du sujet, quelques petits points pratico-pratiques pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez le retrouver dans un replay, ce format et cet échange. Côté EasyBlue, on a aussi le plaisir de vous faire un petit cadeau. C'est un code que vous pourrez actionner, aller découvrir nos offres. Ça, c'est important de vous donner un petit coup de pouce pour vous aider à vous protéger. C'est vraiment la philosophie d'EasyBlue. Et puis, pour commencer, on a besoin aussi de savoir dans le chat qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur solo ou est-ce que vous êtes plutôt des dirigeants avec des salariés? Ça, c'est important parce qu'on va essayer aussi d'orienter nos propos, le contenu vers des sujets qui sont proches de votre quotidien. Donc, Ophélie va vous envoyer ça dans le chat et puis on vous laisse répondre et puis on va démarrer dès à présent. On plonge dans le concret avec, donc ça va s'articuler autour de 2 parties, notre matinée, enfin notre heure, pardon. Donc, on va avoir la première partie qui est la gestion de son temps et de son organisation et la deuxième partie qui va être plus sur le business, comment trouver ses clients, comment les fidéliser. Et on a quelques points importants qu'on va dérouler ensemble et surtout Hugo, à qui je vais laisser la parole. Donc, on va commencer sur la première partie, la gestion de son temps et de son organisation, crucial quand on est un entrepreneur, hyper difficile quand on débute, de savoir comment s'organiser, comment gérer son temps. Et parfois, on a l'idée qu'il faut travailler peut-être beaucoup d'heures. Hugo, je crois que tu as des choses très intéressantes à nous partager sur tout ça. Eh bien oui, complètement. Alors, j'enlève mon son là, comme ça, j'ai pas le retour, donc j'espère que vous m'entendez tous encore bien. C'est vrai que moi, du coup, j'ai une méthode qui n'est pas non plus si particulière que ça, mais c'est vrai que je pars toujours en fait des mêmes étapes pour tout ce que je fais, que ce soit dans mes objectifs pro ou perso. Donc, je pars toujours des objectifs. Aujourd'hui, on va dire, il y a plein d'entrepreneurs qui, du coup, vivent corps et âme leur boîte et encore une fois, ça, c'est OK. Mais souvent, c'est là qu'en fait, c'est des gens qui vont essayer de faire le mieux possible et après, ils vont voir les résultats. Moi, je préfère me donner un objectif de résultat et après d'organiser mon temps en fonction de cet objectif avec toujours cette vision à long terme du résultat escompté. Donc, du coup, c'est pour ça que pour donner à peu près les 4 étapes, c'est qu'il y a une vision, on se fixe des objectifs.
Ensuite, on va commencer à timer tout ça et à programmer. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu un nazi de l'agenda. Je pense que je regarde plus souvent mon agenda dans la journée que mes emails. Et ensuite, bien sûr, de ces objectifs qui vont être timés dans le temps et qui vont être organisés par bloc, il va y avoir bien sûr une liste de tâches à accomplir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et grosso modo, en fait, les trois premières étapes, moi, j'appelle ça un peu mon second cerveau. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui oublie tout, qui n'est pas de base le mieux organisé, le plus rigoureux du monde. Donc, en fait, j'ai tâché de trouver, on va dire, une méthode qui, en fait, me dédouble, me crée un second cerveau qui va m'obliger à, moi, après, dérouler dans la journée. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va travailler 60 heures, 70 heures par semaine. Pour donner un chiffre, je pense que je vais être assez classique à 40, 45 heures par semaine, mais par contre, du coup, très intensive et où j'ai choisi méticuleusement toutes mes actions au préalable, bien à l'avance. Donc, du coup, pour on va dire, dérouler le premier point, moi, j'utilise une méthode qui est assez connue. Encore une fois, ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventée. C'est une méthode qu'on utilise notamment chez Kimono. C'est la méthode des OKR. Donc, la méthode des OKR, c'est quoi? C'est la méthode des objectifs qui résultent. En fait, c'est pas du tout une to-do list, hein, grand Dieu, non, c'est pas du tout une liste de tâches. C'est vraiment une liste d'objectifs, de grands objectifs à atteindre. Donc, par exemple, ça va être des objectifs sales, ça va être par exemple des objectifs toujours quantifiables et mesurables. Par exemple, sur ce trimestre, je veux atteindre X milliers d'euros de chiffre d'affaires ou X milliers d'euros de marge, ou je veux signer X nouveaux clients, ou je veux signer X nouveaux clients, etc. Donc, en fait, ça va toujours être cette méthode qui va être utilisée. Et juste, FX, du coup, je te dis, si tu Ouais, veux me couper, comme j'ai coupé mon son, lève la main, comme ça, je te laisse voilà. rebondir. Vas-y. Donc comme ça, il y aura pas d'emoji, c'est ma main, ma vraie main, t'interpellera de temps en temps. Avec Donc on plaisir. a le résultat du sondage, on a 68% de nos auditeurs d'aujourd'hui qui sont des entrepreneurs solo Ok. et 32% du coup qui sont des dirigeants avec des salariés. Donc hyper important. Est-ce que toi tu penses que on peut aussi utiliser la méthode OKR quand on est tout seul? Comment toi, évidemment, quand on monte une boîte, très souvent on commence tout seul. Euh, Cette expression de la vision, la déclinaison des objectifs quand on est tout seul, tu peux nous raconter voilà, comment toi tu as fait? Mais avec plaisir. Et en fait, limite, c'est en fait, moi, faut savoir que j'ai du coup toutes mes sociétés qui sont des sociétés de type Kimono, Capsule, Kermesse, Aroc, etc., qui sont des sociétés maintenant bien processées, qui font entre 1 et 10 millions de chiffre d'affaires et qui ont entre 5 et 50 salariés. Mais du coup, j'ai également ma boîte personnelle où je suis du coup solopreneur et où je refuse d'embaucher qui que ce soit. Et donc, en fait, limite, cette méthode, je l'utilise beaucoup plus pour ma boîte personnelle qui s'appelle Le Plongeoir et du coup, en fait, qui est du coup ma vraie société, on va dire, de rémunération et sur laquelle, en fait, j'utilise cette méthode parce qu'en fait, comme je suis tout seul et que je refuse de recruter, je suis obligé d'aller à l'essentiel. Parce que du coup, mes journées ne sont pas extensibles et que je ne peux pas scaler enfin justement, je ne peux pas embaucher des gens. Donc, il faut que je trouve en fait des méthodes pour maximiser ce temps que j'ai octroyé à mes objectifs. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est même surtout une méthode pour les solopreneurs. Ok. Du coup, on a vu que c'était clé, c'est donc d'avoir une vision, qu'on soit tout seul ou qu'on soit avec l'ambition de partir à la conquête du monde. Il faut absolument avoir ce sens, en tout cas cette boussole qui nous dit où on a envie d'aller. Ensuite, dans l'organisation, moi j'ai envie que tu nous parles évidemment de ton organisation de travail, mais on parle Bien de sûr. routine. Et les routines, moi je suis très intéressé aussi de savoir si tu as aussi des routines, même je dirais, qui font que tu es un entrepreneur équilibré. Et donc là, on parle clairement d'équilibre vie professionnelle, vie perso, comment tu as beaucoup de boîtes à gérer, comment tu arrives à gérer ça, à gérer cette organisation précise. Bah, donc justement, c'est une bonne question parce que du coup, c'est la deuxième étape, ça va être l'étape de l'agenda. Encore une fois, moi, je suis pas quelqu'un qui va faire le mieux possible. C'est je vais faire en fait ce que je me suis imposé de faire. Donc du coup, je pars d'une vision et d'un certain nombre d'objectifs. Ensuite, je réfléchis à comment atteindre ces objectifs. Donc, par exemple, des objectifs sales, je vais me dire, bah moi, je veux gagner tant, donc il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires pour faire tant de marge. Ça, j'estime du coup qu'il va me falloir tant de clients, donc j'estime qu'il va me falloir tant de temps. Et du coup, en fait, là, c'est là que je me pose sur mon agenda. Donc, pour déjà en fait répondre à ta question pardon, sur la partie équilibre, c'est que la première chose que je mets dans mon agenda, c'est tous mes blocs personnels. Donc, mes blocs personnels,
ça va être avec ma femme, très simplement, on se partage les tâches pour notre fille. Donc, il y a 5 matins, il faut l'amener, il y a 5 soirs, il faut aller la chercher. J'en prends 5, elle en prend 5. C'est calé là dans l'agenda, il n'y aura rien d'autre à cette place-là, ever. Et c'est un bloc qui se répète du coup hebdomadairement. Pareil, je suis un gros fan de sport. Du coup, je mets je fais du sport quasi tous les jours. Donc, je mets tous mes blocs, que ce soit midi ou à la débauche. Pareil, comme ça, du coup, en plus, c'est vu aussi avec ma femme. À ce moment-là, du coup, moi, je suis au sport. Donc, du coup, c'est toi qui garde Juliette. Et quand c'est à elle de faire du sport, moi, pareil, c'est marqué, garder ma fille, etc. Ça des blocs qui ne peuvent plus être utilisés pour rien d'autre. Donc, une fois qu'on a mis tous ces blocs des persos, on va pouvoir passer du coup au pro. Et c'est là que du coup, on va mettre, du coup, on a créé ces OKR. Donc, il y a par exemple des objectifs sales, il y a des objectifs finance, compta, par exemple, il y a des objectifs administratifs ou X. Hein. Et en fait, on va dire, pour ces objectifs sales, pour y arriver, je pense qu'il me faut, par exemple, 10 blocs, 5 blocs de 2 heures. Et du coup, je vais juste faire jouer au Lego et je vais aller passer mes blocs dans ma semaine. Je sais que moi, par exemple, le moment où je suis plus efficace, c'est le matin. Du coup, pareil, pour du coup, ne pas travailler trop le soir pour pouvoir faire du sport le midi, etc. Du coup, moi, j'ai choisi de me lever tôt. Donc, je commence à travailler le matin à 6 heures du matin. C'est là que je me mets les blocs les plus intensifs et je place et j'itère en fait chaque semaine. Il faut savoir que toutes les 2 semaines, je remets quasiment tout en cause et je dis bon là je pense que j'ai pas besoin d'autant de temps pour ça, donc je modifie. Ça du coup, je m'étais mis des blocs de 1 heure et demie, mais en fait, il m'en faudrait des blocs de 2 heures. Et en fait, c'est savoir s'écouter et du coup itérer et du coup mettre à jour au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième partie, la partie agenda et équilibre. Écoute, je trouve ça hyper intéressant parce que ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il faut apprendre à bien se connaître. Tu as dit cette phrase, il faut savoir s'écouter. Ça veut dire que pour réussir, pour pouvoir s'organiser, il faut aussi être capable de bien se connaître. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce que tu nous dis, je suis un mec qui est pas intuitivement hyper organisé. En tout cas, tu connais bien tes qualités et tes limites. Et tu te dis, il faut aussi forcer sa nature. Et donc, pour forcer sa nature, il faut être hyper discipliné. Mais c'est comme dans tout, tu veux atteindre un certain niveau en sport, tu sais que tel et tel point vont être à améliorer, tu vas tracer ton plan de progression. Et là, ce que j'entends de ce que tu nous dis ce matin, c'est exactement la même chose de ce que tu mets en pratique dans ta vie, en mettant des petits blocs qui protègent un peu ta vie perso, ce qui est aussi ce qui donne du sens premier à ta vie. Et derrière, tu peux articuler toute ta vie professionnelle. C'est hyper intéressant. Et donc derrière, le troisième point, c'est qu'en découle de tout ça des listes des tâches et comment s'organiser comme une machine. Tu nous l'as un tout petit peu dit, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce point. C'est que finalement, en se connaissant bien, toi tu nous dis, moi j'ai une force mentale plus importante, une force de travail plus importante assez tôt le matin. Donc tu vas te concentrer sur des plages horaires où tu es le plus performant. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette organisation un peu comme une machine? Ouais, exactement. En fait, pareil. Alors, je vais enlever mon son. Hop. Du coup, en fait, pareil, c'est que il faut savoir que quand on parle de la liste des tâches, en fait, c'est plutôt en fait un système centralisé de prise de notes. Parce qu'en fait, du coup, on pense à plein de choses. Alors, des fois, on va pas le noter, donc on va l'oublier. Parfois, on va du coup le noter sur un cahier, on va le noter sur une note, on va se l'envoyer par mail ou quoi. Bon, bref, après, il y en a de partout et on oublie tout. Moi, j'ai un système de notes centralisé. Alors, j'utilise Evernote, mais j'ai envie de dire que l'appli Notes d'iPhone, par exemple, fait largement le taf là-dessus. Et du coup, par bloc d'action, par société, parce que j'ai les sujets kimono, les sujets capsules, les sujets kermesse, les sujets le plongeoir, j'ai les sujets perso, et en fait, je note tout. C'est-à-dire que même du coup, de me dire que je veux m'acheter de la colle, j'ai une note qui s'appelle à acheter, et j'ai un point dans mon agenda qui dure un quart d'heure, une fois par semaine, qui est à acheter. Mais du coup, en fait, j'ai pas besoin d'y penser parce que je sais que tous les vendredis à 11h15, je vais me mettre sur cette liste et j'achète ce que j'ai acheté, etc. Et j'ai la même chose pour les séries, j'ai la même chose pour les films. En fait, je suis parti du principe que dans tous les cas, je suis quelqu'un qui oublie tout, qui n'est pas organisé. Donc, du coup, encore une fois, je reviens à cette expression de second cerveau. J'ai dû me le recréer, ce second cerveau digital, et du coup, qui m'oblige à. Et en fait, que je suis bêtement, en fait. C'est comme si mon moi me donnait des ordres à mon moi du futur, en fait. Et du coup, je l'écoute et j'applique ce que je me suis imposé. Je fais comme si j'étais mon propre salarié, en fait. Ouais, c'est excellent. Ce qu'on retient de ce point-là, c'est que finalement, là encore, bien se connaître pour vraiment mettre en place les bons outils qui vont permettre d'optimiser
ton organisation et finalement de ne pas disperser aussi certainement ton attention et ta force de travail sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Je suppose que en fait, Exactement. disperser dans notre vie au quotidien en pensant à des conneries. Tiens, il faut que j'achète ça ou ça. Toi, tu résous le problème en te disant, dans un moment de ma semaine, je n'ai pas besoin de plus d'un quart d'heure pour traiter ça. Et finalement, ça te donne aussi, je suppose, une liberté d'esprit pour te concentrer sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Et complètement, en fait, moi, je suis quelqu'un, dans tous les cas, qui est de base très angoissé, qui pense toujours à 1000 trucs, etc. Donc, en fait, c'est la méthode que j'ai créée pour, en fait, m'obliger, en fait, à ne penser à rien d'autre que ce que je dois faire au moment présent. Et tu vois, pour revenir même à l'agenda, parce que je vois certaines questions là dans le chat, l'idée, c'est de se mettre des blocs, mais vraiment de se dire que bah, moi, j'accepte, par exemple, d'avoir, je sais pas, de travailler 40 heures. Mais il faut savoir que sur mes blocs pro, je n'ai que 20 heures de bloc et je laisse toujours de la place pour les imprévus, pour les calls, pour lire les mails. Et en fait, surtout pour ne pas démarrer une journée devant son agenda qui est rempli et tout de suite se mettre une angoisse totale parce qu'on se dit, bah, putain, c'est sûr, je vais pas savoir tout faire, quoi. Excellent. Et donc, du coup, une fois qu'on a, voilà, qu'on se connaît bien, qu'on a structuré son agenda, qu'on a des bons outils qui nous correspondent pour justement faire qu'on va être une vraie machine de guerre, derrière, il y a le quatrième, c'est comment concrètement on passe à l'action pour aller chercher les objectifs. Finalement, c'est une sorte de boucle. Au départ, on a une vision, on a des objectifs, on a un cap qu'on se fixe. On met tous les moyens qu'il faut pour y arriver, méthode, organisation, outils, et derrière, comment on fait pour passer à l'action? Bah, en fait, en gros, après, le passage à l'action, du coup, il est facile, hein, en fait. C'est que le matin, on se fout, devant son agenda. On voit que la première action, c'est par exemple, faire du sales pour, telle boîte, pour telle action. J'ouvre ma note, qui est dédiée au sales. Je vois tout ce que j'ai fait la semaine dernière, parce que je prends tout en note et du coup, ce que je m'étais noté à faire pour la semaine d'après ou pour le jour d'après ou pour 2 jours après et encore une fois, j'applique tout simplement. D'accord. Et donc, du coup, dans ton outil, il y a quand même il y a une vision d'organisation, genre avec des tâches à accomplir, des niveaux d'atteinte d'objectifs, des choses qui sont. Est-ce que tu as un outil que tu utilises, style, je ne sais pas moi, ça pourrait être Trello ou autre? Est-ce que tu as des outils à nous partager? Ouais, je vais donner un exemple, tout simple. C'est vrai que du coup, bah, par exemple, sur certains projets, et pour le suivi de certains clients où il y a vraiment une partie projet et cetera, bah, par exemple, j'utilise Trello. Donc par exemple, quand je suis, sur mes blocs qui sont dédiés à ce gros client, par exemple, sur lequel je vais, appliquer sur ma boîte personnelle, 4 heures dans ma semaine, 2 blocs de 2 heures, bah, une fois que je suis sur ce bloc, je vais sur mon Trello, je vois tous mes projets et là, je me dis: «Bon, bah, j'ai 2 heures pour tous les faire avancer, de l'étape 1 à l'étape 2, de l'étape 2 à l'étape 3, de l'étape 3 à l'étape 4 et cetera. Et je sais que sur ces 2 blocs de 2 heures, je vais être hyper intense et je vais avoir surtout le temps de tout faire et du coup, ça fait que le reste de la semaine, j'y pense pas parce que je sais que j'ai assez de temps sur ces 4 heures et du coup, je sais que surtout, je n'aurai pas plus de temps pour le faire. En fait, c'est comme si, on allait passer son bac d'éco, on nous donne 5 heures pour le faire. Je veux dire, quand il reste une demi heure, on se dit pas qu'il nous reste 1 heure et demie. On sait qu'il nous reste une demi heure, donc du coup, on finit. Donc, la clé, c'est d'abord de gérer la ressource du temps, qui est finalement un peu une ressource qui n'est pas extensible, ou en tout cas qui a ses limites, et qui peut vite entraîner. On sait que quand on est entrepreneur, il y en a beaucoup qui subissent des burn-out, etc., parce que c'est un Complètement. qui est souvent lié à la surcharge qu'on se met sur les épaules parce qu'on n'est pas bien organisé, parce qu'on ne se connaît pas bien, on ne connaît pas bien ses limites. Donc, ce que j'entends sur ce premier chapitre, c'est vraiment fondamental de gagner du temps et de mettre en place toutes les pratiques gagnantes qui vont vous permettre de structurer votre activité pour, je dirais, concentrer votre force aux meilleurs endroits et puis libérer du temps, parce qu'en fait, ça, c'est une chose possible, tu es en train de nous le dire, c'est possible de libérer du temps, du temps positif, du temps effectif, du temps productif sur des tâches à haute valeur ajoutée. Pour refermer ce premier chapitre, j'aurais bien aimé que tu nous livres là aussi tes outils au sens large, peut-être, puisqu'on parle un peu d'administratif, on le sait bien, chez EasyBlue, mais voilà, il y a plein de sujets qui sont des passages obligés quand on est entrepreneur. On ne peut pas être que sur le sales, on ne peut pas être que sur la créa, Bien on sûr. ne peut pas être que sur le conseil. Il faut faire tourner la boîte au sens légal, fiscal. Tu utilises quoi? Tu conseilles quoi? Bah écoute, en effet, du coup, comme je me refuse dans tous les cas d'avoir des coûts fixes RH, par exemple, sur ma boîte perso,
Par contre, du coup, ce qui est important aussi d'avoir, c'est aussi de mettre un prix sur son temps. Par exemple, moi, je sais que 1 heure de mon temps, je l'estime à X. Donc, par exemple, du coup, si demain, je vais prendre l'exemple d'EasyBlue, si demain, je dois prendre X heures, aller bencher les assurances, les machins, etc., pour le faire, alors que du coup, je peux passer, par exemple, par votre solution, et du coup, ça va me faire gagner un max de temps, du coup, c'est un service que je suis prêt à payer les yeux fermés. Et ça va être pareil, par exemple, pour tous nos bots. Par exemple, on utilise PayFit. On a gagné un temps de fou. Il y a eu un avant et un après PayFit. Du coup, je parlais tout à l'heure de Trello pour la gestion des projets. Franchement, pour moi, c'est le top. Je parlais d'Evernote, pareil, qui a une UX assez intéressante pour la centralisation de prise de notes. Ensuite, encore une fois, l'agenda. Et puis après, j'utilise bien sûr toute la suite Google, Ouais. Google Sheet et compagnie. Je suis pas non plus un mec qui utilise beaucoup d'outils là-dessus. Je suis assez minimaliste à ce niveau-là, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant parce que là aussi, je trouve que c'est dans l'ADN de tout ce que tu développes, c'est d'avoir quelque chose qui est assez optimisé, resserré, simple, assez frugal, mais justement hyper efficace. Donc, voilà, top pour ce premier chapitre. Donc voilà, on voit bien que dans votre vie d'entrepreneur, vraiment des clés du succès, c'est se connaître, s'organiser et mettre en place le plan, le dérouler, tout simplement, dans une sorte de routine aussi et de quotidien qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en amont. C'est ça. Et puis, Mm. juste pour ajouter quelque chose là-dessus, moi, pareil, pour que les gens aussi se mettent pas non plus une pression de dingue, moi, c'est un sujet que je ponce de haut en large depuis maintenant 4 ans. Et je continue à m'améliorer de mois en mois, etc. Donc, il faut juste, en fait, pas être trop exigeant au début. Et il faut plutôt accepter de faire des petits pas et d'être 1% meilleur à ce niveau-là chaque semaine ou chaque mois, plutôt qu'en fait, encore une fois, c'est l'exemple que tout le monde donne, hein. Si on veut faire un marathon, déjà commence par les courir 2 bornes, 3 bornes, 4 bornes, plutôt que de te mettre l'enfer d'aller te mettre 20 km ou 40 km et que tu ne sauras pas faire, ça va te frustrer, tu vas être déçu de toi et tu ne vas pas le faire, quoi. Top, et je partage 100% avec toi parce que la difficulté, je trouve, quand on est entrepreneur solo, c'est aussi le niveau de pression. On a souvent un niveau d'exigence très, très, très important. Il y a assez peu d'étalons pour savoir si on est trop haut, trop bas. Là, encore une fois, la clé, c'est de faire un petit travail sur soi pour apprendre à bien se connaître. Dans Bien tout sûr. ce dont on est en train de parler, on est en train de parler simplement de vie. C'est notre vie. Et qu'est-ce qui nous rend heureux? Quel est le chemin du bonheur qu'on choisit? Et on le voit bien avec toi, il y a évidemment aussi connaître ce qui fonde notre vie, ce qui fait le sens. Toi, tu as ta fille, tu as Juliette, tu as ta famille, tu as ton sport, tu as plein de choses qui font aussi qu'il n'y a pas que le boulot. Et c'est un subtil équilibre qui fait qu'on va avoir du succès et qu'on va être heureux. Et d'ailleurs, le niveau n'est pas le même pour chacun. Il faut apprendre à découvrir quel est le niveau qui va nous rendre heureux. Petite parenthèse. Yes. Donc sur le seconde partie de notre programme, eh bien, on va explorer un sujet qui est hyper important, qui est le sujet business, très business, sur comment je trouve mes clients et ensuite comment je fidélise, comment je les choisis. Et là, il y a énormément à dire. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur ces sujets. Et vraiment, je pense que toi, tu as un panel d'expérience qui est très large. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir t'entendre sur ces sujets-là. Yes, eh ben, écoute, avec plaisir. Pour rester sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure, là, pareil, encore une fois, sur la partie business, ça va tout de suite partir aussi d'une vision et d'objectifs. Du coup, objectif à quel chiffre d'affaires je veux faire. Et du coup, si je veux faire, par exemple, 10 000 € de chiffre d'affaires, allez, on va prendre un chiffre plus gros, 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Du coup, est-ce que je veux le faire en 20 clients, en 10 clients, en 5 clients? Donc, du coup, quel va être mon persona des gens que je vais aller essayer de démarcher? Est-ce que du coup, je vais y aller je vais y aller comme un bourrin et partir tous azimuts? Le but, du coup, c'est de ne pas faire ça. Du coup, c'est de bien comprendre, quels vont être ses clients et comment on va aller les chercher. Donc du coup, moi, par exemple, ce que je préconise, c'est surtout au tout début, de ne pas automatiser. C'est de dire, en fait, de commencer par se faire une base de données simple, de ne pas se mettre non plus, trop de pression. On commence par 50 clients qu'on veut targeter. Sur un Google Sheet, on met le nom des clients, on trouve leur mail, on trouve le contact sur LinkedIn, on utilise Sales Navigator, on peut utiliser Wallaxy si on veut automatiser un tout petit peu, si on veut aller taper des gens d'une même boîte où ils sont beaucoup. Mais du coup, voilà, on commence par ces 50-là, on voit comment ça transforme, on itère les messages d'accroche, le mail 1, le mail 2, le mail 3, etc.
Et ensuite, on se refait une base de données de 50 et encore de 50 et encore de 50. Et je pense que quand on a un peu poncé tout ça, quand on se dit qu'on a le bon persona de client, qu'on a le bon message, le bon process et qu'on a écrit toute la customer journey, c'est là qu'on peut commencer à automatiser avec des outils. Alors moi, je disais Wallaxy, LMlist principalement. Et c'est là qu'on peut commencer à essayer de remplir l'entonnoir. Mais bon, encore une fois, si on est tout seul, bah pareil, il ne faut pas non plus y aller non plus comme un bourrin et avoir 10 demandes entrantes par jour. Et sur les 10 demandes, d'avoir 9 demandes qui ne sont pas qualifiées, qui sont pourries, mais qui vont nous prendre du temps. Donc voilà, c'est un peu tout ça au début qu'il faut, encore une fois, tester et en acceptant qu'au début, ça va être nul à chier et que ça ne va pas non plus avoir des bons résultats tout de suite, mais que si chaque mois on fait mieux, et bah, du coup, au final, on atteindra forcément les objectifs à un moment donné, quoi. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, c'est aussi une idée générale. Souvent, on va imaginer qu'au départ, il faut énormément automatiser, déléguer, et c'est le seul moyen de le faire. Toi, quand je t'entends, tu utilises un mot qui est propre à l'artisanat, à poncer. Il y a vraiment comment, au départ, vous pouvez, je dirais, transférer, déléguer, quand vous avez une équipe, quand vous avez des sous-traitants, quand vous avez des partenaires, qu'à partir du moment où vous savez le faire vous-même. C'est hyper important de maîtriser ce cycle, et si tu le dis vraiment très très bien, c'est commencer manuel, commencer presque en mode prototype, de manière simple, éprouvez-le, poncez-le, comme tu le dis, j'aime bien cette expression, et après, évidemment, selon vos capacités, vous allez avoir des possibilités d'ouvrir le robinet, d'augmenter les volumes dans la mesure de vos capacités, mais c'est vraiment fondamental, je pense, de partir d'abord de développer ce savoir-faire un peu manuel. Bah, c'est ça, en fait, de toute façon, c'est toujours de choisir. Moi, et encore une fois, j'ai pu l'illustrer en fait, sur ma boîte perso, vraiment sur laquelle je travaille beaucoup depuis 1 an et demi. Et aujourd'hui, moi, j'ai à peine moins de 10 clients, mais qui ont du coup une récurrence, avec des process maintenant qui sont établis, que j'ai écrits, c'est des clients sur lesquels je vais passer, par exemple, pour certains, une demi-heure ou 1 heure dans la semaine, mais du coup, qui vont me faire autant de chiffre d'affaires que on va dire 20 petits clients qui, eux, vont me prendre, par exemple, 1 heure chacun par semaine. Du coup, voilà, ça, c'est encore une fois, c'est vraiment le choix à faire. Et au début, c'est très difficile de dire non à des clients, de les refuser ou de refuser, par exemple, les clients qui n'ont pas de budget, refuser les clients qui nous prennent beaucoup de temps. Mais ça, en fait, on va dire, c'est indéniable. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, quand on commence à sentir qu'on atteint le plafond, c'est là où il faut faire un peu le ménage et du coup, se libérer, bah, souvent, on va se libérer, par exemple, 50 de son temps en 20 des clients et c'est là que ces 20 de temps restants, bah, en fait, il va falloir aller chercher tout le monde, on va dire, à chaque fois quand quelqu'un se fait démarcher par quelqu'un, c'est une personne qui a par exemple une cinquantaine de clients, mais il va toujours nous parler de deux, trois clients qui sont ses deux, trois références. Et des fois, j'ai envie de dire, bah, en fait, vire les 40 autres et va te trouver que des clients qui sont comme tes deux, trois références parce que c'est ceux qui te prendront le moins de temps et qui auront la plus grosse valeur ajoutée, quoi. Et ça, merci Hugo de le dire. Là, encore une fois, c'est hyper important d'arriver à un stade. Encore une fois, c'est d'avoir la capacité à prendre ce recul sur soi-même et sur son business. Je veux dire que jauger de la rentabilité de ces opérations, quand toi, tu sais, Hugo, tu nous dis, bah, moi, je sais ce que vaut 1 heure de travail, ramener au temps passé avec un client qui est un mauvais payeur, qui n'est pas aimable, Ouais. qui vous amène du stress, des ondes négatives, bah, à un moment donné, il faut savoir dire non. Et c'est pas facile, mais en revanche, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent très très bien et ceux qui sont malheureusement dans l'incapacité de dire non et qui finalement traînent des boulets parce que y a pas. Encore une fois, c'est un échange. Hein. Mais au début, en fait, on va dire pour ceux, s'il y a des gens qui se lancent, là, qui nous écoutent, au début, il n'y a pas de problème. Dites oui à tout le Oui, monde. Ça vous apportera d'expérience et du coup, ça vous apprendra ce que vous ne voulez plus, en fait. exactement. Donc il y a cette courbe d'apprentissage qui est très intéressante dans le business. Le closing, tu peux nous en parler aussi. Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as des petites astuces à nous partager? Bah, c'est vrai que pour le closing, pour le coup, pareil, il y a pas vraiment de recette miracle. Après, déjà, en fait, encore une fois, le conseil que je pourrais donner, c'est tout à l'heure, je parlais de la customer journey. C'est vrai que j'ai pas plus défini que ça. Donc, la customer journey, en fait, c'est toutes les étapes qu'il y a entre le moment où vous contactez pour la première fois votre prospect et le moment où, on va dire, vous lui livrez la prestation, vous lui livrez le produit.
Et du coup, bien sûr, donc du coup, dans ces étapes, il y a l'étape du closing. Et du coup, en fait, encore une fois, c'est beaucoup d'itérations. Donc, c'est de voir en fait, à partir du moment où on lui a envoyé le devis et le moment où on a sa facture signée, on reçoit son paiement, du coup, en fait, c'est vraiment regarder ce qui se passe entre ces deux étapes. Souvent, par exemple, il va y avoir, je vais dire une bêtise, 5-6 étapes de relance téléphone, ou ci, ou ça. Ça, du coup, c'est très important du coup, de réfléchir à comment, on va dire, raccourcir ce moment-là, qui est un moment un peu de stress, un moment où en plus on se sent un peu pushy, etc. Mais on a peur de perdre le client, mais en même temps, on ne veut pas le lâcher. C'est le moment en fait, où il faut bien réfléchir, on va dire, à comment bien définir ça. Là-dessus, là, je peux même vous conseiller un mec à suivre sur LinkedIn qui est un ancien sales de Kimono qui est aujourd'hui à son compte, qui s'appelle Thomas Rivol et qui, pour le coup, lui est vraiment un expert du closing et qui a pareil, poncé le sujet, etc. Donc, je vous conseille, il partage beaucoup de super contenu là-dessus. Moi, c'est moins ma force, on va dire. Aujourd'hui, j'arrive à bien le faire, mais j'ai du mal on va dire, à le vulgariser, à le Ouais. verbaliser. Mais lui, il est très fort là-dessus. Je vous conseille d'aller lire ses contenus, c'est hyper intéressant. Et en plus, tu nous donnes des idées pour éventuellement un prochain invité. Et ça sera très bien si on a Il est des, excellent là-dessus. si on a des demandes de sujets vraiment très précis sur le closing. C'est vrai que c'est important de savoir le faire. Moi, ce que je peux dire, c'est que de mon côté, la conclusion, elle se fait toujours de la même manière. C'est que si je me connais bien moi-même, je vais passer plus de temps à écouter mon client, à découvrir son besoin, à sonder vraiment voilà, ce qu'il va faire, qu'on va vouloir travailler ensemble. Et souvent, le closing, il se fait simplement par la rencontre de cet alignement-là. Et ce que j'ai souvent coutume de dire, c'est que c'est souvent 80% de temps de parole qui doit être donné au client. Et Ouais. les meilleurs sales sont ceux qui parlent le moins et qui, en tout cas, Et souvent, le arrivent premier qui a parlé a perdu. voilà, et qui arrive à poser les bonnes questions et du coup à se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si tu veux caser absolument ton produit, tu vas pas gagner, tu vas pas souvent gagner, tu vas pas tout le temps gagner. En revanche, si tu te mets à la place, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton futur client, là, il y a de fortes chances que tu sois un serial closer. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au début, je disais quand même qu'au début, il faut quand même dire oui à toutes les demandes entrantes, etc. Parce que dans tous les cas, ça vous entraîne à parler à l'oral, à parler avec un client, à parler de votre produit, à parler de votre marché, à essayer de comprendre ce que lui veut, quels sont ses problèmes, quels sont ses pains, quelles sont les solutions que vous pouvez lui apporter, etc. Donc, dans tous les cas, là, c'est pour ça que j'ai du mal, moi, à le verbaliser, parce que pour moi, en fait, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. Et c'est comme au tennis, hein, on s'entraîne à frapper, frapper, frapper. Il y a ensuite le coup de droit, on le fait tout seul, quoi. Ouais, dans tout ce qu'on se dit depuis le début, on voit bien qu'il y a aussi évidemment une courbe d'apprentissage comme dans tous les métiers et que finalement entrepreneur, ça s'apprend. Exactement. Euh, Dernier point de ce chapitre, c'est le compte management. Comment, une fois qu'on a voilà, fait signer nos clients, et ben, comment on entretient la relation, comment on les fidélise, etc. Ça, c'est vrai que du coup, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est vrai que pour le coup, souvent, on parlait tout à l'heure d'être trop pushy, du coup, juste avant que le client signe sa facture, fasse son paiement, etc. Et pour moi, par exemple, il n'y a rien de pire qu'un mec qui m'a harcelé tous les jours pour que je lui signe sa facture. Et qu'une fois que je l'ai signé, que j'ai payé, j'ai plus de nouvelles. Il n'en a rien à foutre de moi, etc. Il n'y a aucun suivi ou quoi. Donc, bon, là, pareil, hein, en fait, c'est presque en fait, c'est du bon sens et c'est du savoir-vivre et du savoir-être. C'est qu'en fait, ensuite, son client, encore une fois, on a sa customer journey qui, du coup, ne s'arrête pas une fois que le client a payé. Et après, il y a toute la de tout le delivery du service ou de la presta. Et là, pareil, encore une fois, c'est toutes les étapes chez moi, par exemple, elles sont notées avec des discours, avec ce que je dois faire, quand est-ce qu'il faut le faire, etc. Et du coup, ça veut dire que sur toutes ces étapes-là, en fait, le client, il a un suivi, il a un appel de ma part, ou il a un mail, même si des fois, c'est des mails automatisés ou quoi. Mais au moins, il a un suivi, c'est toujours où on est, sa commande ou sa presta. Et ça, pareil, il n'y a pas de secret. Client heureux, du coup, il reviendra. Et c'est tout le business model, hein, faire des coûts. C'est bien, mais s'il n'y a pas de deuxième commande, troisième commande, quatrième commande, cinquième commande, tout le temps de setup qu'on a passé, il ne sert à rien, quoi. Et du coup, la commande est très peu rentable. Je partage complètement ce que tu dis. Il faut jamais oublier qu'on parle d'une relation
Donc, c'est une relation comme dans toute relation humaine, loin des yeux, loin du cœur. Il faut être capable, effectivement, d'être à côté du client, après le closing, d'être à son écoute et de continuer la relation. Et c'est ça qui est hyper important et qui va apporter de la pérennité à votre business. Trop souvent, on imagine que les gens vont faire du one-shot et qu'un coup, et puis qu'en fait, on va attaquer un marché de masse et ça va être formidable. C'est absolument faux. Et en plus, vous allez vous dévaloriser votre travail, vous allez dévaloriser votre marque parce que vous allez l'abîmer si vous n'êtes pas dans la qualité de la relation que vous voulez. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui se pense en amont. Qu'est-ce que vous, en tant que personne humaine, vous attendez de la relation avec votre client? Il y a souvent un effet miroir. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est d'arriver à avoir des business et à bosser avec des gens avec qui vous avez plaisir à bosser. Et quand on arrive à être content d'avoir un appel client, déjà, je dirais que c'est un gros kiff et c'est vraiment une satisfaction. Exactement. Eh bien, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Bon, je pourrais te dire d'autres choses, en fait. Pareil, c'est un conseil que maintenant je dis souvent aux gens que je suis, etc. C'est de jamais hésiter à aller parler à du monde. C'est-à-dire, et là, pour le coup, LinkedIn, c'est un bon terrain de jeu pour ça. Moi, je pense je sais pas, il y a au moins 10, 15, 20 personnes qui viennent me parler chaque jour. Et moi-même, je vais parler à beaucoup de gens. Peut-être plein de relations qui, du coup, s'arrêteront à cette simple discussion de quelques lignes. Mais du coup, plus on va forcer les opportunités, plus les opportunités vont venir. Donc, j'ai envie de vous dire, parler à un maximum de gens, aller demander un maximum de conseils aux gens. Et puis, bon, ça, après, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Montrez-vous, parlez de vous. Encore une fois, LinkedIn, là-dessus, c'est un super terrain de jeu. Mais moi, après, pour d'autres, pour les plus jeunes, il y a également, ou les moins jeunes, hein, il y a également TikTok, Instagram, etc. Même si au début, ça marche pas, ou YouTube ou quoi, etc. Mais aujourd'hui, ça devient plus que d'être remarquable, il faut être également remarqué. Et tout ça, pour moi, ça fait partie du package qui devient indispensable maintenant aujourd'hui pour vendre, quoi. Et effectivement, voilà, c'est aussi dans cette phase d'échange un temps qu'on voulait prendre là aujourd'hui parce qu'on a la chance d'être voilà, quasiment 150 et c'est une tribune qui est précieuse. Là, on a Hugo sous la main. Donc, on va peut-être déborder un petit peu de notre timing de 5-10 minutes, mais je crois que c'est sympa de prendre ce temps-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là tout de suite en direct dans le Avec grand plaisir. chat. On va y répondre avec plaisir parce que, comme le disait Hugo, voilà, la richesse, c'est l'échange. On s'enrichit dans cet échange et ces questions. Alors, on a une première question. Hugo, comment calculer le temps que tu vas passer sur une tâche? Comment tu arrives à estimer ça, en fait? Pareil, pas de secret. Au début, c'est au doigt mouillé. Donc, au début, on va tester. On va dire, bon, vas-y, est-ce que si je passe, par exemple, 1h30 par semaine, ça va le faire, ou plutôt 2 fois 1h30 par semaine. Et en fait, ça, que moi, je fais une sorte de petit audit de moi-même à la fin de chaque semaine en me disant, est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, là, tu vois, je suis en retard. Mais c'est parce qu'en même temps, je me suis mis un bloc d'1h30, c'est pas assez. C'est pas en faisant 1h30 le mardi que ça va être bon. Donc, du coup, je me rajoute un bloc de 1h30 le jeudi. Ça, du coup, je voulais le faire, mais je me rends compte que c'est pas prioritaire, donc je le vire. Grosso modo, mon agenda, c'est comme, encore une fois, une partie de Lego qui, franchement, change quasi toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Et tous, encore une fois, avec des blocs que je fais se répéter semaine après semaine pour pas être obligé de refaire mon agenda tous les vendredis soirs. Donc, c'est vraiment c'est l'itération. Il y a que ça, quoi. Et moi, je voulais te poser une question. Du coup, ces blocs, tu les places dans une routine le même jour, au même moment, même créneau horaire? Par exemple, si tu te dis, tiens, j'ai besoin de faire un peu de compta, j'ai besoin de regarder mes comptes, est-ce que tu le fais tous les mardis à telle heure? Et ben, moi, c'est tous les vendredis à 11h, pendant trois Voilà, quarts d'heure, juste avant de passer à ma liste d'achat. Ok. Et du coup, je suis sûr Alors, que ça va être fait et je vais pas me rendre compte un mois après que putain, j'ai pas mis mon nom dans les chiffres, je suis vraiment un feignant. Et là, je me rends compte que ce mois-ci, il n'a pas été rentable ou alors moins rentable que je pensais ou quoi. Étant donné que j'ai une vision hebdomadaire de mon activité, par exemple, quand je vois que là, je suis pas aux objectifs que je me fixe, je suis un peu à la traîne, et du coup, c'est le moment où je vais dire, allez, vas-y, on va faire un peu plus de sales, un peu plus de closing sur les 2 semaines qui viennent parce qu'il faut que je mette un coup de boost. Si je vois que je suis ce que je veux et que j'ai pas besoin d'aller plus, je reste cool. Limite, je me rajoute un créneau de paddle ou de golf, quoi, et puis je sais que je suis cool, quoi.
Alors après, merci beaucoup. On a une question qui est revenue. Comment as-tu commencé l'entrepreneuriat et comment tu en fait, as trouvé tes idées pour lancer Ah, tes projets? très bonne question. Alors déjà, moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat vraiment par hasard, par un stage de fin d'études où, par chance, je me suis retrouvé à avoir comme boss et mentor Christophe Charles, qui était le fondateur de Cdiscount, qui venait juste de revendre ses parts au groupe Casino. À l'époque, il venait juste de faire 1 milliard avec Cdiscount. C'était le premier e-commerçant à le faire. Et il venait de racheter cette petite boîte de 5 personnes parce que c'était sa nouvelle aventure. Donc, un bol de ouf, hein, on va pas se mentir. Et quand tous les jours, on a la chance de côtoyer un mec comme ça et qu'on a déjà un peu la vague idée qu'on voulait faire un peu d'entrepreneuriat, bon, bah, du coup, je suis tombé dedans et j'ai jamais su sortir de la marmite pour garder la métaphore. C'est comme ça que je suis rentré dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, pour être honnête, je pense que j'ai jamais vraiment eu une idée. C'est plus en fait des rencontres avec mes futurs co-founders et de discussion et de dire, OK, nous, ça match entre nous, faut qu'on monte un truc ensemble et qu'à un moment donné, on en vient à la fameuse idée, on va faire ça, quoi. Donc, mais jamais vraiment en mode, ah putain, j'ai une idée de génie, faut que je le fasse, quoi. J'ai pas d'idée de génie, hein, parce que j'en suis pas un. Alors, merci Hugo. Je vais répondre du coup en même temps à la question de Marion qui nous dit: je suis à la recherche d'associés, où les trouver, comment ne pas se faire voler son idée pendant ces échanges. Je tiens peut-être à dire, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, les idées, c'est certainement une des choses qui est le plus partagée au monde. En fait, il n'y a pas un gars qui a eu l'idée de génie. C'est extrêmement, extrêmement rare. Et d'ailleurs, Et même souvent, souvent, si tu es le seul à avoir cette idée, c'est que souvent une idée de merde. et je suis tout à fait d'accord. Et souvent, au café du commerce, tu as le gars qui te dit oh, bah, de toute façon, bah ouais, Google, j'avais eu l'idée, moi, en 99, moi, j'y avais pensé aussi. Bon. Donc, en fait, l'idée, c'est pas le tout. L'idée, c'est effectivement comment je vais trouver des personnes, donc comment je vais aller. Donc, pour répondre à Marion, tu peux aller dans des groupes d'entrepreneurs, tu peux parler à des business angels, tu peux voilà, aller il y a quand même un écosystème entrepreneurial qui existe pour faire des rencontres, confronter ton idée avant de penser est-ce que je vais me la faire piquer, déjà confronte-la avec d'autres et on te le souhaite, c'est dans ce genre d'endroit que tu peux rencontrer tes futurs associés. Ah, mais complètement. Hugo, Si vous est-ce que avez une tu idée ou fais... une Ah. idée de business ou autre, il faut absolument en parler. Donc Hugo, tu vois, il y a des nouvelles idées de business qui sortent. Ou est-ce que tu fais du mentorat? Est-ce que tu es une boîte de mentorat? Est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu fais voilà Je sur fais pas mal de mentorat, l'entrepreneuriat? en effet. Ouais. Et Ok. pareil, encore une fois, tu vois, de la vente qui n'en était pas une. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais dit, je fais du mentorat ou quoi. Et c'est du coup, par LinkedIn, par tout ça, par mes prises de parole ou quoi, c'est des opportunités du coup qui viennent à moi. Alors, je dis pas oui à tout le monde parce que des fois, il y a des sujets qui m'intéressent moins ou je vois pas où est ma valeur ajoutée. Mais du coup, oui, j'en fais. Et quand on me propose, je donne les conditions et si ça match, on le fait. Et j'en Bah, ai une c'est dizaine comme ça. génial. Hugo, as-tu tendance à pousser tes équipes à s'organiser de la même façon que toi? Oui et non. C'est-à-dire que je leur donne mes bonnes pratiques, mais sans jamais leur imposer. Parce que du coup, moi, j'ai une méthode que j'ai appliquée à moi-même, mais c'est Ouais. pas the bonne méthode. La vraie bonne méthode, c'est celle qui vous va à vous. Mais du coup, j'essaie, comme encore une fois, j'ai bien structuré le projet, le sujet, pardon, depuis 4 ans. J'estime quand même que j'ai pas mal de bonnes pratiques à donner. Donc, du coup, avec mes équipes, on avait mis ça à un moment donné en place. C'est que pareil, une fois tous les 15 jours, on se voyait pendant une demi-heure et on parlait productivité, organisation. Je donnais mes bonnes pratiques. Ils essayaient de mettre en pratique s'ils le voulaient et on faisait le point 15 jours après. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, t'es contente, pas contente, etc. quoi. Top. Bah, merci beaucoup. Est-ce que alors qu'est-ce qui fait que tu te lances sur un projet affect ou rationnel business? Au début, c'est l'affect qui me fait que je suis bouillant. Donc, je pense que je suis bouillant environ 2-3 fois par semaine. Ensuite, je réfléchis. Et puis, pareil, encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure par rapport au temps. Bah, en fait, il faut faire des choix. Et quand je vois qu'il y a peut-être moins de potentiel ou que j'aurai peut-être moins la capacité de faire décoller rapidement quelque chose, bon, bah, il y a des choses où je passe mon tour. Mais sinon, ouais, non, c'est l'affect au début. Et après, quand même, je suis obligé de rationaliser, puisque sinon, du coup, je ne ferai pas ce que je dis. C'est-à-dire que d'utiliser mon temps que pour des choses qui vont être hyper efficaces. Très clair. Merci beaucoup. Est-ce que on a terminé
Ah oui, il y avait quelqu'un qui nous demandait, est-ce que tu utilises un CRM? Si oui, lequel? Alors moi, j'utilise celle-ci parce que je les utilise depuis 10 ans et du coup, par habitude, j'ai toujours continué. On est toujours très satisfait de leur service. Ok, bah ça on va le mettre dans le chat. Il reste 3 questions et après on va libérer nos auditeurs du jour. Et Hugo, bonjour Hugo. Alors le phoning, comment tu t'y prends? Tu envoies d'abord un mail pour avoir une raison d'appeler, donc un prétexte, le prospect, ou tu fais du 100% cold calling. Bah, pour moi, en fait, le cold calling, ça s'adapte vraiment beaucoup sur les boîtes qui scale, qui ont du coup les moyens de recruter beaucoup de SDR et de gens qui vont faire des appels sortants. Quand on est tout seul, moi, je pense que c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de frustration, etc. Donc, encore une fois, moi, mon étape 1, c'est toujours LinkedIn, quelques messages, on fait connaissance, etc. Et ensuite, si on voit un intérêt, on prend un rendez-vous. Pareil, ça, les rendez-vous, c'est quelque chose que j'ai essayé de beaucoup limiter. Alors, pareil, je peux donner un tips là-dessus. Moi, j'utilise Calendly comme outil pour ça. Et je n'ouvre mes créneaux pour des appels ou des visios seulement le mercredi pendant 2 heures et seulement le jeudi pendant 2 heures, des créneaux de 15 ou 30 minutes. Et du coup, en fait, j'envoie mon calendrier aux gens et ils réservent. Et si c'est plein et que du coup, ça leur fait donner un rendez-vous pour dans 3 semaines, et ben c'est pas grave, c'est dans 3 semaines. Mais du coup, j'essaie de vraiment me tenir à ça et de pas avoir le FOMO de vouloir répondre à tout le monde et après d'avoir des matinées remplies de calls. Alors, par exemple, moi, d'avoir des calls le matin, c'est quelque chose qui m'angoisse. Par exemple, moi, le matin, j'ai besoin d'être dans ma bulle et de dérouler ce que je me suis imposé de faire, quoi. Et donc c'est génial parce que ça répond aussi à une des questions qui était comment tu fais pour respecter tes blogs? En fait, tu les respectes au sens strict. C'est l'agenda qui gouverne et donc s'il n'y a plus de place dans l'agenda, bah, ça sera plus tard. Exactement. Au sein de mon entreprise, il arrive régulièrement des imprévus qui bousculent évidemment mon planning et la gestion des priorités. Comment tu laisses la place à ça? Comment tu arrives à gérer ça? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, moi, j'ai seulement la moitié de mon agenda qui est rempli et l'autre moitié, du coup, est vide et laisse place, du coup, à ces imprévus, au traitement des mails ou au traitement d'autres choses, hein. Si à un moment donné, j'ai rien à faire, je peux me dire, bah, vas-y, là, j'ai le temps de chiller 3 quarts d'heure pour me regarder une série ou quoi, puisque dans tous les cas, j'ai fait tout ce que je m'étais dit. Ça sert à rien, on va dire, de remplir pour remplir et de faire des choses inutiles pendant ces 3 quarts d'heure alors que j'ai envie de me détendre parce que je bosse depuis 6 heures du mat, quoi, par exemple. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Excellent. Une petite dernière pour la fin, c'est ça? Non? Avec Il y plaisir. en a encore, hein, ça tombe, hein, et on a encore beaucoup, beaucoup de monde. Ça veut dire que ça passionne les foules, c'est génial. Donc, hello Hugo, sur le point relatif à la rétention, tu as évoqué la possible automatisation de cette tâche. As-tu un outil à préconiser? Alors là, il ne va pas vraiment y avoir d'outils type. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui permettent d'automatiser avec tous les outils no-code. Par exemple, moi, je peux donner un tips là-dessus. Moi, je travaille beaucoup avec la société qui s'appelle Octolio. Hop, je le mets dans le chat. Ouais. No-code automatisation. Et du coup, qui, en effet, eux, ils me créent du coup des petits outils qui s'interfacent entre eux et qui me permettent de faire gagner du temps sur quelques étapes. Mais ensuite, il n'y a pas de secret hein, sur le client. Il y a quand même beaucoup d'étapes qui se font à l'oral ou par du mail ou quoi. Et ça, c'est juste, encore une fois, c'est des blocs de temps dédiés pour pouvoir le faire, quoi. Canon. Est-ce qu'on en a encore? Bonjour, que pensez-vous de la prospection téléphonique pour le B2B? Est-elle plus efficace que LinkedIn? En fait, elle est efficace, mais elle est très gourmande en temps. Donc, ça dépend de combien de temps vous avez. Si vous avez que 4 heures à utiliser, ça ne sert à rien de faire du call call. Le call call, on en fait, par exemple, au tout début, quand on va utiliser, par exemple, 5 matinées dans la semaine pour le faire. Ouais. Ok. Et alors, dernière question, on me le souffle dans l'oreillette. Donc, hello, j'ai lancé un petit soft en site que je vends 100 €. Il vend 500 € par mois via un site Ah, j'ai d'affiliation compris US. qu'elle le vendait. Non, mais oui. Ok. Comment faire x10, comment faire x100? Donc cette question va coûter très très cher, je crois, hein, Hugo, hein, parce que Ouais, là, il faut venir me voir en privé et en effet, c'est pas donné. ok. Bah, écoute, voilà, je pense qu'on a répondu à quasiment toutes les questions. Évidemment, c'est des sujets qui sont très profonds, donc on pourrait y passer très longtemps. En tout cas, un immense merci à Hugo. Si je voulais redonner une synthèse très rapide, c'est que finalement, apprenez à bien vous connaître, définissez vos objectifs, vos envies, vos ambitions.
ayez une organisation et une discipline de faire en fonction de qui vous êtes. Et Hugo nous dit, moi, je ne suis pas un mec intuitivement hyper organisé, donc tu surcompenses en créant un deuxième cerveau avec cette organisation de feu. Et puis, évidemment, tout procède du suivi et de l'exécution. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez une idée que c'est l'idée du siècle. Ce qui compte pour réussir le partenariat, c'est énormément les gens qui vont vous entourer, les rencontres, les échanges. Et finalement, ça s'apprend d'être entrepreneur. Et le succès, ça s'apprend aussi. T'en es la preuve presque au quotidien, puisque tu nous dis que tu remets tout sur l'ouvrage très régulièrement. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin à nous donner? Non, bah écoute, s'il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent me contacter sur des questions ou quoi, j'essaie en général de répondre à tout le monde. Donc, ils peuvent venir me voir sur LinkedIn, donc à Hugo Benz. Du coup, j'ai mis le lien aussi tout à l'heure. J'avais écrit un playbook d'une centaine de pages là-dessus sur leplongeoir.co qu'ils peuvent télécharger, c'est gratuit. Et voilà, bah écoute, merci beaucoup en tout cas à EasyBlue, à toi FX et à Ophélie pour l'organisation, d'avoir fait appel à moi. J'étais ravi de participer, d'échanger tout ça. Et puis, bah, longue vie à vous. Eh ben, nous aussi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez hyper nombreux. Donc, voilà, on reste tous en contact. Vous avez en conclusion nos coordonnées à Hugo et à moi si vous avez besoin de nous parler en particulier. Et puis, bah voilà, vous allez tous recevoir le petit kit qui suit ce webinaire avec le petit code, les bonnes infos et le replay, évidemment, que vous invite à largement partager. On vous souhaite une super journée et merci d'avoir participé à ce webinaire. À très bientôt. Salut. Trop cool. Merci à tous. Ciao.